ثاني الحاجة الأخرى هاد لا ريفولوسيون هذه اللي حاجة أونيك هي المرأة، دور المرأة اللي فيها. يعني هذه الخصوصية وخاصة هذه الخصوصية، وحنا نعرفوا المرأة هي القاعدة الأساسية، لا واحد يحب يغير المجتمع سي لي فام، بلا لي فام ما تقدر دير والو بالدور تاعهم. Salut, avez-vous déjà réalisé l'un de vos rêves? Connaissez-vous cette sensation? Et si je vous disais que c'est exactement ce que je vis depuis quelques mois? Et non, je ne parle pas du fait que je ne suis plus musulman. Ça, c'est plutôt ma destinée. Mon véritable rêve était de voir un jour les Algériens se réveiller, de les voir prendre leur destin en main. Il y a 4 ans, j'ai cru que ce rêve devenait une réalité lors du Hirak, la fameuse révolution du sourire. Mais malheureusement, cette révolution a été rapidement étouffée. Aujourd'hui, la révolution est différente. Elle est plus profonde, plus intelligente et va au-delà du simple sourire. C'est une révolution idéologique, celle des femmes, des minorités, de l'égalité des droits, c'est celle de l'humanité. Avec cette vidéo, mon rêve va encore plus loin, car je vais interviewer la personne qui est à l'origine de cette révolution. Depuis que j'ai commencé Une vérité par jour, j'ai interviewé plusieurs apostats et traduit des dizaines de témoignages. Cette interview est l'aboutissement de tout ce travail, car elle combine toutes les compétences que j'ai acquises. Mener une interview, traduire, monter la vidéo, parler français et algérien, et tout ça aux côtés de mon ami Cheikha, ma binôme dans cet activisme. Mesdames et messieurs, voici la toute première interview de notre sacré prophète Mihoub Bouchama. Allez, je commence. Avec mon ami Nas, on a la joie et l'honneur d'accueillir un être exceptionnel. On le désigne comme le maître à penser de Jack le Fou, le professeur, le cerveau. Il est l'inventeur du « ferme ton rebel mic ». Il détient 3 doctorats spécialisés en Aïcha et des milliers d'heures de débats à son compteur. Qu'on l'appelle Mayhoub, Mouhoub, Mihoubi, Mahyoub ou encore Mihoud, ça je l'ai entendu hier, il est le catalyseur qu'il fallait à la révolution en cours dans le monde arabo-musulman. Flamme aiguisée, larmes avisées et calme révisé, on accueille Mihoub, l'humaniste redoutable. Et je suis donc avec Nas pour accueillir le grand Mihoub. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour Cheikha. Bonjour. Bon. Très très jolie introduction. Oui, alors nous, c'est la même équipe, on tourne et puis c'est la première fois qu'on se retrouve tous les 3 ensemble. Je tenais vraiment, moi je suis contente que Mihoub ait accepté notre proposition parce que il fait beaucoup de choses et dans le monde de la francophonie, il est un peu dans l'ombre de Jack et on voulait faire un peu justice et mettre en avant tout ce que Mihoub apporte, qui agit vraiment, l'impact de Mihoub est planétaire selon moi. Alors, on avait une première question très sérieuse. C'est quoi l'histoire du slip? Bon, l'histoire du slip, franchement, c'est pas mon histoire, mais c'était l'histoire de Jack le Fou, je pense. Oui. Bon, c'était commencé par moi quand on était dans une autre application qui s'appelait le Clubhouse. Mm-hmm. Et là, j'ai commencé à parler des tabous. Je pense, on dit ça en français parce qu'en norvégien, on dit les tabous. Alors, il y avait plein de professeurs, des docteurs qui venaient et qui parlaient d'une manière, je sais pas, très compliquée que les gens comprenaient pas. Alors, moi, je lui ai demandé d'enlever le cravate. que chez moi, je vais l'enlever le cravate. Et après ça, on l'a développé au slip, bien sûr, qu'on a commencé des débats avec des religieux qui me menaçaient et qui disaient qu'on connaît rien de la religion et qu'on raconte des conneries là. Et là, on les défait c'est pas pour discuter, c'est tout. Et je pense que c'était l'idée de Jack le Fou, alors. Bien sûr. Donc, on est passé de enlève ta cravate à tu repars en slip. C'est ça? Oui, ça a commencé par le cravate.
En plus, vous avez l'habitude de dire Kima triyatra kelota. Ça, c'est Dia qui dit souvent ça. Oui, Alors, oui. je traduis, c'est-à-dire, on a beau la coudre de n'importe quelle façon, ça restera une culotte. Oui, Voilà. c'est la manière de justifier, bien sûr. C'est parce que là, comme par exemple, on parle de Aïcha, on parle de, il y a des gens toujours qui essayent de justifier, Mm. quel que soit avec des sophismes ou des autres histoires qui n'ont rien à voir avec la vérité ou la réalité. Talqih. Oui, le Talqih. voilà. Voilà, le raccommodage, parce qu'il y a des grands prédicateurs qui sont spécialistes en raccommodage. Quand je dis le Jannat Talqih, tout de suite, je pense, donc le Jannat Talqih, le comité du raccommodage, je pense à Adnan Ibrahim, par exemple, ou Shahrour, ou des gens comme ça. Oui. On les appelle pour le moment Abu Khajlan. Je sais pas comment on dit ça en français, mais franchement, j'ai vu même les gens de l'Orient là, de l'Irak, l'Égyptien, qui ont arrêté à débattre avec les autres religieux qui veulent pas accepter comment on dit, les hadiths par exemple authentiques et même essayent de comprendre ça, les versets coraniques, ou bien de faire une tradition qui est pas de sunnite quoi. Voilà. Abu Khajlan, je dirais les pères de la honte. Voilà, c'est des gens qui ont honte de parler de leur texte. Alors, ils essayent de les voler tout seuls. Ils essayent juste pour dire à les gens que c'est pas comme ça, c'est pas, voilà, parce qu'ils voient que ces textes, ça marche pas avec notre temps en 2024. C'est des textes qui passaient au 7e siècle, c'est tout. Oui, donc toutes ces appellations islamiques avec Abu, là on a inventé Abu Khajlan, donc Abu honteux, on va dire Abu honteux, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que je remarque de plus en plus une sorte de timidité à dire les choses, en fait. Et justement, est en train de se réaliser la prophétie de Sahih al-Mihoubi, le hadith 106, qui dit, tu l'as toi en tête le hadith 107 ans? Oui, c'est le hadith, c'est Sahih Mihoubi. Et comme on dit, Rawi, on le trouve dans le Musnad d'Imam Jack. Alors, il y a une chaîne de transmission là de Amina, de Karim. Où le prophète a dit, c'est une mi'jaz, parce que le prophète, il savait ça. Il a dit, il viendra le jour que tu trouveras l'apostat et l'athée, montre leur visage et parle des textes, et les musulmans se cachent derrière un pseudo, et commencent à, c'est pas comment on dit, ils commencent à être honte de leur texte coranique ou du sunna. Voilà. Et maintenant, on le voit dans les réseaux sociaux. Voilà. C'est un hadith sahih 106. Sadaqa Mihoubi al-Adi. Anna, j'ai dû expliquer à des gens qui savent pas d'où ça vient Miaoseta, donc 106. Voilà, nous on sait ce que c'est Miaoseta, donc peut-être Nas, tu pourras incruster la petite séquence Miaoseta qui fait que maintenant on appelle ce hadith comme ça. سي لا صنر او بتزل المشيه نتاعك علي باش حبيتني نمشي يا انسبكتور او تسكيل ما تمت Et juste pour compléter sur le slip, il y a une autre expression qui intrigue tout le monde et qui passionne tout le monde, c'est ferme ton Rabb al-Mike. Ferme ton Rabb al-Mike. Et moi, je suis vraiment honoré, Mihoub, parce que le slip là que tu as mis sur ta chaîne, sur la couverture, que tu as mis hier en background, c'est moi qui l'ai designé à 4 heures du matin, 24 heures du slip, je l'ai envoyé à Amir et à Jack. Donc, je suis vraiment honoré. J'aimerais vraiment avoir l'histoire de ferme ton Rabb al-Mike. Voilà, oui. Ferme Rabb al-Mike, bien sûr, c'était mon expression. Et bon, moi, je suis
j'ai quand même, ça fait plus de 31 ans que je suis en Norvège. Et j'étais jeune quand je suis venu ici, j'étais marié avec une Norvégienne et j'étais avec elle presque 26 ans. Ils ont une éducation quand quelqu'un parle, les autres coupent pas, ils écoutent, même s'ils ne sont pas d'accord. Et c'est ça la tolérance. Ils écoutent et après ils donnent leur argument. Nous, on n'a pas c'est pas cette tradition. Tu vois, dans un café, ou je sais pas, c'est comme dans le hammam. Tu vois s'il y a 8 personnes, il y a 7 qui parlent, il y a un qui écoute. Et j'étais vraiment étonné parce que dans le clubhouse, presque dans 18 mois, il y avait que ce qu'on appelle les intellectuels, ou bien les gens éduqués, ou bien les gens qui avaient les moyens et tout, parce que c'était par l'invitation d'avoir l'accès de clubhouse. Il y avait des docteurs, des professeurs. Et moi, je faisais des débats dans mes lives. Et là, mais même si c'était des docteurs, des professeurs, ils n'avaient pas comment dire, cette tolérance d'accepter les autres. Ils ouvraient le mic et parlaient presque 3 ou 4 personnes ensemble. Et moi, j'étais vraiment, vraiment, vraiment dur avec eux. Alors, j'ai essayé plusieurs fois de l'expliquer qu'on ne peut pas parler 2 ou 3 ensemble, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais avec le temps, j'ai perdu bien sûr là et j'ai ouvert tout le temps le mic et j'ai dit ferme le mic, aghlaq le mic. Et là, tout le monde était étonné le premier temps, mais après ça, ils étaient d'accord, ils comprenaient. Parce que et maintenant, je vois beaucoup de live que tu vois qu'il y a beaucoup de gens, c'est surtout les gens non religieux. Ils font des débats et tu vois que c'est organisé. C'est pas, tu vois pas que, par exemple, dans un live, il y a 9 personnes dans le stage, il y a 8 personnes ou 4 personnes qui parlent. L'un parle et les autres essayent d'entendre et essayent de aussi comprendre ce qu'il est en train de dire pour avoir une réponse au moins de la question. Alors, c'était ça et c'était vraiment dur. Hein, et l'impressionnant que c'était des docteurs, c'était des gens cultivés, mais ils n'avaient pas cette tradition de débat. Alors, c'était ça l'histoire là. Alors, maintenant, il y a beaucoup de monde qui l'utilisent. La culture, ah oui, maintenant c'est devenu culte, ça c'est sûr. Oui, vas-y, Nas, tu voulais me poser la question, je pense. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un live en arabe et j'ai entendu Jack dire que l'une des premières fois que tu l'as rencontré sur Clubhouse, tu lui as dit ferme ton mic et tu l'as descendu. C'est vrai ou pas? Oui, c'était pas la première fois. Non, c'était pas la première fois quand je l'ai vu. Mais oui. Je pense que c'était après quelques temps. Et il y avait un ami de Jack qui coupait les gens et moi je l'ai fait descendre. Et Jack, il a ouvert le mic et il me demandait pourquoi je l'ai descendu. Alors je lui ai dit ferme le mic, mais il n'a pas accepté ça. Il a essayé de parler. Alors je l'ai fait descendre et là il était fâché, je pense, avec moi 1 mois et tout, mais il est revenu après. Ah ouais. Je savais pas ça. C'est drôle. En tout cas, par rapport à ce qu'on dit, la culture du débat, j'appelle ça la culture du débat. Il y a des moments où vraiment, alors ça dépend déjà du sujet. Peut-être qu'il y a des sujets où on va plus te laisser parler que d'autres. Quand ça touche à l'islam, c'est sûr que ça devient très difficile, même avec des gens très instruits et cultivés. Et un moment où ça m'a frappé la différence dans la culture du débat, c'est après les attentats de Charlie Hebdo en France. Je me souviens, c'était un choc évidemment. J'étais déjà en France et tout ça. Et partout, il y avait des débats en fait sur pourquoi on en est arrivé là, la cause, le comment. En fait, ça parlait. Et je sais que c'est un travail qui est nécessaire pour pas faire n'importe quoi. Parce que imagine dans un environnement où tu as pas cette culture de la parole et même les capacités à mettre des idées comme ça,
ça pourrait aller à l'affrontement. Ce qui s'est passé dans un autre contexte, ça peut amener des affrontements, ça peut amener de la violence. Et j'avais trouvé, je me suis dit, ah oui, quand même, cette culture de on n'est pas d'accord, mais on va parler. Et reparler 10 000 fois du même sujet. C'est des moments comme ça où je sens vraiment la différence. Mais il y a des explications historiques et politiques et culturelles. Hein. C'est pas pour accuser, dire il y en a, ils ont les capacités ou ils n'ont pas les capacités. C'est vraiment des moments où tu sens qu'il y a une autre façon d'aborder les choses, quoi. Et oui, je peux poser une autre question alors? Yes. Yes. J'allais dire tonton Mihoub. Bon, Mihoub, c'est quoi ton avis sur la dynamique actuelle? Hier, dans le live de Jack, tu as parlé de révolution. Moi, ça m'a plu quand tu as parlé de révolution qui est en cours parce que ça n'est jamais arrivé avant. Qu'on est en train de dire, ce que tu es en train de dire, ce que tu permets de dire avec le canal permanent que tu offres avec tes collègues, bien sûr, Jack, Foula, Mina, tout le monde. Qu'est-ce que toi tu penses de ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression que ça touche beaucoup d'endroits de la Terre. C'est pour ça que peut-être je suis optimiste et biaisée, mais que j'ai l'impression que c'est vraiment une révolution globale. Qu'est-ce que toi t'en penses? Oui, bon là, je suis vraiment désolé, mais je vais essayer de parler en algérien, en arabe et en français, parce que c'est un truc très très important. Merci, merci. Voilà, oui, c'est une très bonne question et الشيء اللي راه يوقع دروك نقدر نأكد بلي التاريخ الإسلامي جامي كان وقع فيه هذا الشيء هذا. صار با بلي ما كانتش دي ريفولوسيون ولا الناس اللي كانت تهضر في الاسلام ولا تنتقد ولا في الاسلام افون نو يافي ميم في الوقت تاع الرسول يافي دي جون اللي كريتيكاو الرسول اللي ما صدقوش به اللي كتبوا شعر اللي كتبوا غناء كما نعرفوا تاع اللي قال لهم الرسول حتى ولو لقيتهم معلقين فيها صور الكعبه هذوك لي زوج مغنيات واربع شعراء كعب بن الاشرف كاين بزاف دي زيستوار ميم من بعد لي زانتيليكتوال اللي جاو اللي نعرفوا اللي قتلوهم اللي كفروهم اللي يافي توجور مي الحاجه لي سبيسيال ماتنو سي كي كاين طبقه كاين العامه وكاين ميم لي زانتيليكتوال تلقى كل الطبقات الان راهي عندها وجه واحد وهي تحارب في السلطه الدينيه والحاجه زوجه ماهيش خاصه بمنطقه معينه سي با غير في ريجيون واحده يعني من المشرق تلقاها من المشرق للمغرب تلقاها بكل اللغات ماهيش خاصه فقط بلغه واحده باغ العربيه ولا الفرنسي ولا تلقاها اون انجلي اون اسبانيول كل اللغات بالكرديه بالامازيغيه وين ما تروح تلقى هذه الطريقه هذه. ثاني الحاجه الاخرى هاد لا ريفولوسيون هذه اللي حاجه يونيك هي المراه دور المراه اللي فيها يعني هذه الخصوصيه وخاصه هذه الخصوصيه وحنا نعرفوا المراه هي القاعده الاساسيه لا واحد يحب يغير المجتمع سي لي فام بلا لي فام ما تقدر دير والو الدور تاعهم بيان سور في المجتمع التاثير تاعهم على البنيه الاولاد الاطفال كيفاش تربي وحده ولدها وبنتها كيف يربوهم على المساواه في الحقوق كيفاش يتكلموا وتكون الشجاعه تاعهم باش يتكلموا على الحقوق كذلك بين في المجتمع كمواطنين انه تكون مساواه في الحقوق بين المراه والرجل. هذا واش يخلي هذا الشيء اللي نشوف انا كثوره فكريه. وهنا بيان سور العامل المهم جدا هنا هو الانترنت. هنا بدون شك الانترنت هي العامل المهم في هذا الثوره هذه. الان المعلومه تقدر تلقاها في 30 ثانيه تدخل في جوجل تلقى يعني المعلومه اللي شيء لما انسان يسمع ديزابوستا ولا ديزاتي ولا وحدين اخرين يتكلم عنده 30 ثانيه يقدر يراقب هذا الشيء هذا اذا صحيح ولا خطا. فيما يخص هذه يعني المراقبه هذه ثاني كذلك حاجه اللي سمحت لنا الان في الثوره انه كاين حمايه ما نكذبوش على روحنا. افون ما كانش هذا التوسع انه كاين ناس عايشين في مناطق اخرى وين تقدر تتكلم وكلامها يوصل بايزا كيما حنا دروك راني عايش في النرويج بصح كاين حال لايف راني نهضر مع ناس في تمرست في سوق هراس في عنابه في ارجي في كازابلانكا جزائريين عايشين في كندا في ليستازوني. هذه الحاجه كاع خلات انه هذه الايديولوجيه ولا هذه السلطه الدينيه تحت ضغط كبير. وكاين عوامل اخرى ثانيه اللي نهضروا عليها هي انه هناك حركه كبيره
من عدة دول كيما مصر، السعودية، الماروك وكلش، وين شافوا تأثير تاع هاد السلطة الدينية ولا الإيديولوجية اللي هما كذلك راهم يعملوا باش يديروا تصحيح. كاع هاد العوامل خلاو باللي هذه الثورة خلاتنا يعني في ظرف قصير إن نحقق الشيء اللي رانا محققينه الآن. يعني وين ما تلقى الآن الناس تتكلم بصورها باسمائها، هناك تأثير كبير ووعي في ما يسمى بالمجتمعات العربية والإسلامية، وحتى في أوروبا. يعني وين ما كان يعني المجتمعات المسلمة ولا الطائفة المسلمة ولا نسميهم كما حبيت المغتربين ولا الناس اللي دخلوا الإسلام. J'espère que j'ai répondu à cette question. Tout à fait. Merci beaucoup. Justement, alors, de ton point de vue à toi, toi qui as accès un petit peu à tous les activistes un petit peu, parce que tu collabores avec des gens qui sont dans différents pays, dans différentes langues, comme tu viens de le dire. Qu'est-ce que tu sais de la réaction de ceux qui défendent l'autorité religieuse? Comment ils réagissent à ce qu'ils voient comme phénomène à travers la intiqad al-adyan ou intiqad al-islam? Comment ils réagissent à ça? Est-ce que toi, tu as des échos? Oui, merci. Bon, il faut quand même, je vais dire un truc, il n'y a pas de collaboration entre nous. Ça veut dire qu'on travaille ensemble ou bien on fait des plans stratégiques. Oui, on parle, ils viennent chez nous. Nous, des fois, moi, je vais par exemple chez eux pour écouter, pour apprendre, pour voir comment ils travaillent, comment est la réaction des religieux de ces textes-là. Ça, mais autrement, il n'y a pas une collaboration. Moi, je travaille tout seul. Moi, je fais ce que je fais tout seul avec mes amis. Et il faut dire ça, parce que pour le moment, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas. Bien sûr que je veux bien qu'il y aura des associations pour les apostats contre la brutalité qu'on a dans notre pays. Pour avoir, c'est juste de la liberté, que tu peux aposter et ne pas avoir des problèmes. Il y en a quand même des pays musulmans qu'un apostat ne peut pas parler. Ils se cachent. Et même en Algérie, maintenant, il y a des gens qui ont quitté l'islam et ils cachent ça de leur famille. Alors, juste pour rectifier ça. Là. Super. Quelle est ta question? La réaction des défenseurs de l'islam. La réaction. Voilà, la réaction. Merci, à la vague d'apostasie. Oui, la réaction était... Je pense qu'il était surprenant pour eux parce que eux, ils n'attendaient pas ça. Parce que eux, la religion, elle a une expérience, comment on dit, pour lutter sur les gens qui le critiquent. Et la seule expérience qu'elle avait, c'était des menaces, تهديد, التخويف, السجن, القتل. C'était الحالة الوحيدة والبروباغندا من الجهة الأخرى. Ils n'avaient pas d'expérience de débattre avec les autres, rencontrer les autres dans un endroit où l'autre partie il peut parler librement. Mais dans je sais pas, ces dernières années-là, alors il y a les réseaux sociaux qu'un musulman il peut pas utiliser comment on dit, sulta dinia, l'autorité religieuse. Voilà. Il peut pas le dire, non, maintenant tu parles de Dieu, tu parles de tes prophètes, tu peux pas dire ça, tu peux pas mentionner les hadiths, tu peux pas mentionner les femmes de prophètes, tu peux pas mentionner que le prophète a la vie des esclaves sexuels, tu peux pas dire ça. Alors maintenant ils parlent librement. Et là, ça c'est dur pour eux. Peut-être c'est comme vous voyez dans mon profil de TikTok, presque chaque jour je poste au moins 3 ou 4 menaces de mort, plus les insultes, des dizaines d'insultes, parce qu'ils n'ont pas des arguments, les imams là. Alors la seule chose, je pense qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est de diaboliser l'autre côté et de ne pas laisser les gens parler avec nous.
essaie de dire que nous, on invente des trucs, que c'est pas juste ce qu'on est en train de dire. Et leur life, justement, c'est du sophisme. Ils parlent de nous, ils parlent de nos familles, ils parlent de nos, c'est pas, ils parlent de tout sans mentionner les textes. Et bien sûr, ils préfèrent des débats. Et là, on voit les coranistes chez nous, ils préfèrent des débats qu'on parle de Dieu, de l'existence et tout, parce que ça gêne beaucoup, beaucoup les textes en 2024. Parce qu'il n'y a personne qui accepte maintenant qu'en 2024, même les jeunes musulmans, une fille musulmane, ils ne l'acceptent pas, quoi. Qu'il y a dans les textes musulmans que Allah et le prophète autorisent les mariages des enfants. Ou bien que Allah a donné l'autorisation à un mec de frapper sa femme. Alors là, ça me choque. Et c'est pour ça que les imams et les savants là, ils veulent pas débattre sur les textes. Ils veulent débattre d'autres trucs et tout. Oui. Mais je pense qu'ils peuvent rien faire. Parce que chez nous, franchement, nous, on va continuer à faire la même chose, de débattre avec les musulmans. Et le jour où il n'y aura pas des religions, on va parler des textes. C'est comme ça. On va continuer à parler. S'ils viennent pas, on va continuer. Ça veut dire qu'ils ont laissé comment on dit, le milieu ou bien le Sahara. Et ils ont laissé ça, nous, pour effectuer les autres. C'est tout. Et c'est ça notre but. Parce qu'ils ont fait ça. Toujours. Voilà. Ils ont fait ça tout le temps dans les écoles, dans les mosquées, partout. Voilà. Est-ce que tu es optimiste? Moi, je suis très, très, très optimiste. Autrement, je fais pas ça chaque jour parce que moi, je travaille jamais sans avoir un plan. Et un plan, il doit avoir au moins 3 choses. C'est des principes ou des valeurs, une stratégie et des buts. Voilà. Notre valeur, bien sûr, c'est des valeurs humaines, de défendre les enfants, défendre que pour avoir l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, entre les citoyens dans notre pays, de défendre aussi les minorités. Voilà, c'est des valeurs humaines. La stratégie, c'est juste de parler des textes, de continuer à ça et essayer d'évoluer notre façon de débattre avec les gens, aussi de trouver des autres moyens pour, je sais pas, pour avoir accès le peuple, par exemple, algérien ou les musulmans en France et tout. Et notre but, bien sûr, c'est il y a plusieurs buts. Et le but officiel, c'est d'avoir, pour moi, je parle maintenant de moi-même, d'avoir un pays démocrate en Algérie. Un pays que les citoyens, ils sont tous égaux, ils ont tous les mêmes droits dans mon pays. Mais pour arriver à ça, il y a plein de buts, Ahdaf Sarira, pour avoir ça. Oui, des objectifs intermédiaires avant. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et le premier, c'était déjà maintenant qu'on a bien, voilà, que les Algériens, ils savent qu'il y a des Algériens qui sont pas musulmans. Parce que c'est en 2024, il y a des Algériens qui viennent et disent qu'en Algérie, il n'y a pas des athées. En Algérie, il n'y a pas des apostats. C'est catastrophique. Mais on le sait qu'il y a des milliers, peut-être il y a des millions. Ça. Et on a fait un très, très bon travail dans une année là. Il y a des autres buts, bien sûr. C'est d'avoir de la tolérance entre nous tous, qu'on peut écouter les arguments d'un religieux, même s'il parle de mariage de petites filles, il parle de, je sais pas, des textes musulmans, et nous aussi, et musulmans, d'avoir accepté un non-musulman de critiquer les textes ou de critiquer l'islam, pour faire une différence entre une personne et une idée. Et c'est ça on a en 2024, on a des problèmes. C'est ça le gros problème, hein? Voilà. Ouais, bien sûr, parce qu'un musulman, quand il vient chez toi, il dit que tu m'insultes, et tu te poses la question. Non, on n'insulte pas.
Mais il dit, le prophète, tu peux m'insulter ma mère et mon père, mais je veux pas que tu parles de mon prophète. Et est-ce que toi, tu trouves qu'il y a une différence par rapport à ça, justement, entre... moi, je suis comme toi, j'ai grandi en Algérie, et c'est sûr, il y avait la mosquée, l'école, la télé, la famille, tout le monde, il n'y a aucune critique. Et est-ce que tu penses que c'est pareil pour les musulmans qui sont en France, qui ont grandi en France, ils ont ce même problème avec séparer les idées de la personne, ou tu trouves qu'il y a une différence? Ça dépend les milieux. Si c'est grandi dans un milieu, je sais pas, qui est par exemple religieux ou par exemple, je dis arabo-musulman par exemple, qui était attaché à notre tradition et tout. Là, il fait pas une différence entre l'idée et une personne. Même s'il vit en Suède, en Norvège ou en France, parce que là, les gens étaient manipulés. Mais ils vivaient en France, comme on dit, leur corps était en France, mais le cerveau vivait au 7e siècle. Et on a vu ça plusieurs fois, dans plusieurs cas, qu'on a fait des débats avec des gens qui vivaient en France, en Suède, au Danemark, au Canada et tout. Tu nous as parlé de ta méthode, alors tu fais souvent allusion à ton expérience en tant que coach en football, je crois, tu es coach, et est-ce que tu t'inspires de ça pour tes méthodes? Bien sûr, c'est ça qui j'ai pris cette expérience-là, j'avais avec moi quand j'ai commencé à faire des débats ou bien avec les gens, et surtout d'écouter les autres. De ne pas les couper, d'essayer de l'écouter, même si tu n'es pas d'accord avec eux, ce qu'ils sont en train de dire, même si tu t'insultes, et toujours de poser des questions. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il parle de ça? Pourquoi il m'insulte? Pourquoi il est fâché? Pourquoi il est comme ça? C'est juste pour avoir, comment on dit, voilà. Essaye pour se mettre à sa place. Voilà, pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose? Et essaye de, comment on dit, comment on et de lui poser des questions. Voilà. Bien sûr, c'était ma méthode comme un coach. Je travaillais beaucoup avec les enfants, les jeunes, même les adultes. Et ça m'a beaucoup donné maintenant quand je parle avec les gens. Parce qu'il faut quand même donner l'occasion. Notre méthode, c'est de laisser les gens affirmer du truc. C'est très, très facile. Parce qu'on n'est pas là, on n'est pas des professeurs de l'histoire. Parce que je me souviens, moi je vais raconter une histoire. Je pense, j'étais jeune, 24 ans, 23 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais allé pour, comment dire, c'était un examen de UEFA-C, des entraîneurs de football. Et il y avait un entraîneur, c'était un grand entraîneur là, c'était de Rosenborg. Il participait au Champions League presque 11 ans. Ah oui. Et c'était mon coach là. Alors là, j'étais dans le terrain là, parler avec les joueurs et j'ai parlé beaucoup avec eux. J'ai raconté des histoires et tout. Il m'a dit, mon ami, si tu veux, tu n'as rien à voir avec comme un entraîneur là. Toi, tu dois être un professeur de l'histoire pour raconter les histoires. Tu vois? Oui, il m'a dit, toi, tu n'es pas un entraîneur, toi. Tu peux aller à l'école et être un professeur ou un maître. C'est pas de l'histoire. Pour raconter les histoires et tout, là, tu écoutes les autres et tu poses des petites questions là. Parce que tu es en train de laisse les gens trouver les solutions tout seuls. Toi, tu peux l'aider, tu peux l'inspirer avec des petites questions, c'est tout. Pour qu'il doit avoir des réponses ou bien de trouver des solutions. Et moi, je me souviens bien, هذه عقلت عليها بزاف باسكو هذه قالها لي قدام الناس زق عليا قال لي باش نعاودها لكم بالجزائريه عيط لي قال لي وحبس وشنو هذا قال لي انت استاذ تاع تاريخ ولا مدرب قال لي هنا راك انت باش تانسبيري الناس باش تبوزي لهم دي كيستيون هما يلقاو الحلول غدوه قال لي كي يلعبوا الماتش كي يكونوا 11 كونتر 11 ويبقى يلعبوا الماتش ما غاديش تدخل انت للصاد وتعطيه الحل
كيكون عيان كيكون يجري 50 مينوت ولا 60 مينوت يكون عيان تكون الانرجي نتاعو ناقصه الو ما غاديش تدخل انت للصاد وتقول له واش دير واش ما ديرش هو اللي غادي يلقى الحل الور الفو انت غادي تانسبيري تعطي له الموتيفاسيون افيك دي كيسيون وهو يلقى هذيك الحل الور هذه اللي ديتها معايا وتوجور راني نخدم بها مالغري سي با فاسيل. Oui, j'allais te dire, tu as appris à faire ça, en fait. Tu as appris, c'est-à-dire qu'au départ, c'était pas ça. Eh oui, c'est dur, hein. Moi, j'admire, franchement. Nas, tu as une question parce que là, moi, j'ai plein de trucs dans la tête, mais je veux pas te censurer. Vas-y, s'il te plaît. Non, pas de souci. C'est très passionnant la discussion. À force de t'écouter, Mehob, de te traduire aussi, il y a un truc qui m'impressionne vraiment chez toi. C'est comment tu fais pour supporter les insultes quotidiennes très violentes. À chaque fois que tu fais des débats, je dis pas que ça concerne tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui t'insultent comme ça en direct et je veux vraiment savoir comment tu fais et je pense que tous ceux qui nous écoutent veulent savoir comment tu fais pour supporter vraiment Oui, bien sûr, il y a quand même bzaf des éléments ou quand même bzaf l'asbab. Il y a premièrement c'est l'expérience. Maintenant ça fait des années qu'on fait ça, bien sûr, et quand tu as d'expérience alors t'arrives à contrôler ou bien كيفاش يقولوا ماشي contrôler mais تسير مشاعر تاعك تعرف كيفاش تهم. Deuxième chose gérer voilà gérer peut-être les sentiments parce que c'est une différence entre contrôler et gérer. Alors تسير باش تجيري هذوك الاخرين وباش تجيريهم tu te poses juste des questions pourquoi il fait ça et pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es là toi aussi hein, pourquoi je suis là, est-ce que je suis là pour insulter les gens, pour répondre à les insultes ou bien pour avoir un but. Voilà. C'est très très facile. C'est juste ça. Ici, c'est question de l'âge aussi. Moi, je suis pas un jeune homme. Peut-être que si j'avais 24 ans, 25 ans, peut-être que quand ils font les provocations, moi, je réponds avec des insultes. Ah oui, tu as fait ça alors. Non. Dans le passé. Non, j'étais pas comme ça, non, comme jeune, mais je pense pas que j'ai accepté comme ça, non. Quand même, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, mais je pense que c'est de l'âge, c'est de l'expérience. C'est aussi, maintenant, on a un but. Et mon but, c'est de montrer à les gens qu'est-ce que cette idéologie, elle peut faire avec un être humain. Quand il y a des femmes qui viennent pour défendre le viol des petites filles, alors même si t'insultes, alors tu as réussi à montrer à les gens, regardez, un être humain, une dame qui a des enfants, qui a des petites filles, et elle dit qu'elle accepte que sa fille de 8 ans, 9 ans, elle peut se marier avec un homme de 50 ans, de 40 ans. Alors même si elle t'insulte, alors tu as réussi à... t'as réussi à montrer à les gens ce que tu veux. Et là, elle te donne des motivations, et l'énergie, et une forme de l'acceptation. L'objectif, il est atteint, quoi. Voilà. Et donc, toi, tu arrives à garder l'objectif en tête. Pendant que tu fais l'échange, tu gardes l'objectif en tête. Absolument. En général, on est des êtres humains. Oui, bien sûr. On pas à contrôler, mais je peux dire, nous, notre team, que 98%, on arrive à gérer notre sentiment. Et, même Karim. Exemple, oui, même Karim, il a beaucoup appris, bien sûr. Et nous, et là, c'est juste dans les lives. Mais si je vous montre maintenant les messages, alors c'est très très violent les messages. Hein. C'est pire que les lives parce que là, ils se cachent des gens avec des fake profiles. Et il écrit des messages très 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 violents. Mais moi, je répète toujours. Si j'arrive, bien sûr, si j'ai le temps, je répète toujours avec 3 cœurs. Toujours. La caméra est figée encore, Mihob. ما راكش تبوجي. اخرج وعاود ولي. Ok, je vais essayer. بدل الصفحة. Maintenant. C'est bien. Hey. Alhamdulillah. La question qui me vient, alors, tu avais déjà un petit peu raconté
ton histoire avec la famille et ta femme, ton ex-femme qui était témoin de Jéhovah, tout ça, comment tu as cheminé, c'est-à-dire que tu voulais convaincre des gens de sa famille, dont une qui était prof universitaire, peut-être tu t'es rendu compte que... Bon, et après, comment tu as basculé en fait? Tu t'es dit, je vais aller au Clubhouse ou Clubhouse. Comment tu as décidé ça? Bon, merci de cette question. Bon, ça fait 4 ans. Oh, bon, putain, le temps passe trop vite. Ça fait, je pense, 4 ans, c'est moi que j'étais séparé de ma femme. Et l'habitude, on avait des vacances ensemble, toute la famille. Et franchement, ça commençait par que j'avais un lunch avec mes collègues. Et ils me posaient la question pour qu'est-ce que je vais faire dans mes vacances. Alors, on a discuté. Il y a quelqu'un qui me proposait pourquoi tu fais pas le tour des pays scandinaves. Parce que moi, j'aimais bien la nature, là. D'aller aux montagnes, de marcher, de faire des hitchhiking et tout. Parce que je l'ai fait presque partout. En Europe, en Amérique, en Afrique. Donc, j'ai voyagé beaucoup de pays dans le monde. Presque plus que la moitié des pays du monde. Alors, ils m'ont demandé pourquoi tu fais pas ça, tu visites quelques montagnes. Et il y a quelqu'un qui a fait, Rihan avec moi. Un pari. Oui, un pari avec moi que je vais pas arriver parce que je suis un étranger qui a de Norvégien, j'arrive pas, il y a personne qui va me prendre avec lui dans la voiture et tout. Et moi, j'aime beaucoup ça. Moi, j'adore ça. Alors, j'ai fait ça. J'ai décidé de faire ça. Et quand j'ai décidé, j'avais cette idée de savoir comment les Algériens ou bien les Nord-Africains vivaient dans les pays scandinaves. Parce que j'étais isolé d'eux presque 25 ans. J'avais pas de contact avec mes compatriotes, avec autres. Alors, j'ai commencé à écrire dans les groupes Facebook, dans le Facebook, tout. S'il y a des Algériens, j'aimerais bien prendre un café avec eux juste pour discuter tout. Et c'était le nord de Norvège, la Finlande et la Suède et le sud de Norvège, parce que j'ai fait tout le tour là. Et franchement, j'étais choqué. C'était un choc pour moi parce que les gens vivaient comme je l'ai laissé 25 ans avant. Question des droits de femmes, que les femmes se cachaient dans la cuisine, comment elles parlaient des femmes, comment elles parlaient des Européens, des Norvégiens, comment elles parlaient des athées, comment elles parlaient des autres religieux et tout. Et c'était toujours l'utilisation de cette autorité religieuse. Une fois que tu parles de n'importe quoi, il te mentionne Allah et le prophète. Et moi, j'ai détesté ça. Que les gens, quand je parle avec eux, parler des autres sujets, toujours ils trouvaient le moyen de te convaincre. Voilà. Et j'avais un exemple là. Par exemple, les gens ils me disaient, Mio, j'aimerais bien, parce que ça fait longtemps que tu vis en Norvège, nous, on veut savoir quelque chose, on aimerait bien que tu viennes chez nous pour dîner. Mais avant, on était dans un café ou dans un bar. Mais quand ils ont vu que j'ai pris une bière ou bien quelque chose comme ça, le lendemain, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit que ma femme, elle est malade. Ou bien que je suis occupé et tout. Et moi, je savais pourquoi ils ont fait ça. Parce que j'étais pas musulman. Une fois qu'ils savaient que j'étais pas musulman, alors ils ont changé là et tout. Et j'étais dans une autre application qui s'appelait Zoom avec des Algériens qui j'ai entendu et tout. Alors là, il y a quelqu'un, je pense, qui m'a invité. J'étais au Clubhouse. Et là, j'ai remarqué la même chose. Il s'appelait des rooms, c'est pas des lives, il s'appelait des rooms. Toujours, Allah et le prophète étaient présents. Même s'il y avait des lives qui parlaient des femmes, de danse, de la musique et tout, il y avait quelqu'un qui est monté et utilisait l'autorité religieuse et les autres, ils n'avaient pas de réponses parce qu'ils avaient peur. Alors là, j'ai décidé j'ai décidé de faire quelque chose. Et pour faire ça, c'était dur parce que je n'étais pas connu. Il faut avoir du monde, il faut avoir des followers et tout. Alors, j'ai commencé de parler de comment on dit, les tabouettes, les tabous de société. Voilà. Et de ne pas laisser les gens parler de Allah et prophète. Parce que je savais, si je commençais de parler de la religion
Le premier jour, il n'y aura pas de monde. Ça va le choquer. Alors, j'ai commencé ça et ça m'a pris 2 semaines. 2 semaines d'avoir le meilleur room dans tout le clubhouse, dans toute l'application. Et parce que j'avais des stratégies, c'était les points forts que je connais pas c'était d'être un stratège. Il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de femmes dans mes stages et des femmes discutaient de la liberté des femmes, des droits et tout. Et après, quand j'ai vu que j'avais le meilleur life, alors là, on a changé, on a commencé de parler de la religion. D'accord. Après, j'ai rencontré Jack, j'ai rencontré les autres amis et on a commencé cette. D'accord. Voilà. Ah bah, je suis contente de savoir comment tu as décidé de faire quelque chose, en fait, à quel moment. Et ça d'avoir. Oui, vas-y, Nas. C'était Surat al-Baqarah de Mehop. Voilà. Parce que Surat al-Baqarah, elle raconte la genèse du monde. Voilà. Et pour faire ça, j'avais aussi besoin d'un plan. Et voilà. Et un plan, il faut avoir des gens. Et moi, même si je me suis concentré de mes lives, j'ai visité des autres lives et j'ai vu que Jack était quelqu'un qui était très, très intelligent, un petit peu stressé, mais ils ont l'exclu partout. Oui. Chaque fois, il parlait, il donnait ses idées, alors il n'était pas accepté. Pour eux, c'était choquant de laisser quelqu'un qui l'accusait que c'était un berbère, c'était un maquiste, c'était quelqu'un qui voulait détruire l'Algérie, que c'était pas un Algérien. Et il maîtrisait pas l'arabe, Jack. Il parlait presque seulement le français, un petit peu l'algérien, il ne maîtrisait pas l'arabe. Alors j'ai dit ça, c'est quelqu'un qu'il faut l'utiliser. Voilà. Qu'il faut pour avoir un but. Mais alors ça a pris du temps, mais il est venu chez moi. Je pense qu'il est venu chez moi une fois. Et là, il y avait beaucoup de monde. Et moi, j'avais au moins 5 ou 6 docteurs dans mon stage là, qui débattaient. Je pense débattaient c'était des psychologues qui parlaient de comment dire, soigner les gens avec le Coran. Oui, c'était une psychologue. Hein. Elle avait des millions de followers. Et elle parlait de temps en temps, elle lisait le Coran. Et Jack, il était choqué. Il a demandé de monter et il l'a provoqué. Et quand l'a provoqué, elle était mode. Elle était modérateur. Elle était modérateur. Voilà. Alors, elle a exclu de la ronde. Et moi, de leur life, oui, elle a exclu. Parce qu'elle a posé une question. Comment elles avaient 10 doctorats. Elle était jeune, elle avait 35 ans. C'est juste une question. Bien sûr qu'elle a exclu dans et pour moi, c'était la liberté d'expression. J'étais toujours, avant, il m'appelait Rabb Hurriyat al-Ta'bir, le dieu de la liberté d'expression. Alors, il m'a envoyé un message et il m'a dit que quelqu'un, il a exclu de live. Alors, j'ai fermé le live parce que dans le Clubhouse, si tu exclus quelqu'un de live, il ne peut pas revenir. La seule chose que tu peux faire, c'est de fermer le live et ouvrir un autre live. Et même que si j'avais beaucoup de monde, j'ai décidé de fermer le live et de l'inviter. Alors, j'ai fermé le live et de l'inviter. Il a bien aimé ça. Et une autre fois, il avait une photo de Kaaba là, qui a provoqué beaucoup de gens. Et tout le monde me demandait de l'exclure. Et moi, j'ai refusé. Je dis, une photo de quoi? Kaaba, de la Mecque. Kaaba, oui. Et Kaaba, qui avait un clown qui sortait de Kaaba. Ah oui, je la connais, la boîte magique. Oui. Là, oui. Je vais la mettre sur le montage. Voilà. Et là, alors, là, elle a provoqué beaucoup de monde, même des athées. Hein. Même des athées algériens, mais c'était des intellectuels, m'ont dit, oui, le mec là, il faut l'exclure, il faut jamais lui donner l'occasion dans ta life, il va détruire ton life, Mais alors, et Jack, il a compris, hein, franchement, il était quelqu'un qui était très intelligent, smart. Alors, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, Mioub, si cette jeune, cette photo-là, alors je peux enlever. Moi, je dis, non, tu fais ce que tu veux chez moi.
Si tu veux garder la photo, tu le gardes. Si tu veux enlever, c'est pas pour moi, pour toi-même. Alors, il a bien aimé ma réponse et je pense que c'était là le début de notre amitié. Il a refait ça avec Allah is gay. La photo Allah is gay, et il est allé dans des... Oui. Et il y avait des gens qui lui avaient demandé d'enlever parce que par respect, même s'ils sont... Ouais, mais ça n'avait pas donné le même résultat. D'accord, donc c'est comme ça, tu as croisé Jack dans ces occasions-là et ça a commencé comme ça, votre entraide, on va dire. Oui, c'était ça. Moi, je vais raconter une histoire que Jack il n'aime pas, mais j'aimerais bien le provoquer. Oui. Non, mais bon, moi, c'était comme ça. Et c'était là, et il a bien aimé mes lives parce qu'il y avait de liberté d'expression. Moi, je l'aimais bien parce que c'était quelqu'un qui était très intelligent, qui était smart, qui utilisait la logique, utilisait une méthodologie qui était unique. Voilà. Parce que là, on avait deux personnes. Quelqu'un qui est stratège, qui amène beaucoup de gens, qui provoque des sujets, et pas quelqu'un qui est très smart, qui est organisé, qui veut se concentrer d'un truc et parler précisément à les gens. Alors, j'ai vu que c'était un groupe, on va, comment dire, une équipe très, très fort avec lui. Mais c'est dommage, je pense que c'était un mois après qu'il était fâché, parce que là, c'était cette histoire-là qu'il a ouvert son mic, parce qu'il pensait que c'était mon ami. Alors, il m'a dit, mais pourquoi tu es là? Alors, il dit, ferme le mic. Et là, il a ouvert son mic encore une fois, alors je l'ai exclu. Je l'ai fait descendre. Alors, il était fâché, il était allé ouvrir un live, et il a dit que certaines personnes doivent pas avoir le modérateur. Il parlait de moi. Il a pas écrit mon nom, mais il était fâché. Il a dit certaines personnes ne doivent pas avoir le modérateur des lives. Et je pense qu'il a resté 3 semaines ou quelque chose comme ça. Il n'a pas rentré chez moi, mais il a vu que il est revenu, il savait que c'était la meilleure live ou la meilleure room dans le Clubhouse. Parce que moi, c'était la liberté d'expression et qu'on parlait du truc précis. Voilà. Qu'on ne parlait pas juste pour parler et tout. Et ça m'a donné l'occasion de connaître le Super Jack, qui était vraiment, vraiment très, très gentil, qui était quelqu'un éduqué, quelqu'un qui est très, très fort, bien sûr, dans les débats, et qu'elle a beaucoup, beaucoup appris aussi. Voilà. Quelqu'un qui a investi, bien sûr, de lire, d'apprendre dans sa vie et tout, et plus l'intelligence, et plus, comme on dit, la chance, qu'on a de la chance de vivre dans des pays démocrates. Voilà. Et c'est là aussi que tu as rencontré Mina, Foula, Karim. Tout ça. Voilà. Oui. Karim, je le connais avant. J'ai rencontré Karim dans d'autres applications. Mais Karim, c'était quand même différent. Il avait des autres buts là. Il voulait bien parler de la Kabylie et tout. Moi, je comprends très, très bien. Parce que Witi Kabyle et tout, il voulait parler de sa région. C'est comme moi. Moi aussi, j'aime bien parler de ma région. Voilà, c'est parce que chez nous, en Norvège, là, c'est pas quelque chose de négatif de parler de ta région. Mais ça veut pas dire que tu détestes les autres régions, tu détestes ton pays et tout. Alors, peut-être qu'on n'avait pas le but, mais j'ai bien aimé aussi Karim. Parce que Karim, ils avaient des valeurs. Voilà. Et il était clair de défendre des valeurs, là. Et moi, j'aime bien ce genre de gens-là. Voilà. Qu'ils étaient pas, Karim, c'est pas quelqu'un qui est hypocrite. Voilà, il est très clair. Voilà, ils n'avaient pas peut-être des expériences comme maintenant d'accepter s'énerver trop vite, mais il est devenu vraiment, vraiment. S'il y a quelqu'un qui est vraiment changé, qui a évolué, c'est Karim. Foula, je les connais, mais c'est dommage, elle ne montait pas beaucoup avec moi. Mais j'avais une autre équipe qui était très, très, très fort avec nous et on faisait des débats et voilà, on a beaucoup, beaucoup réussi. Et la grande mine à mort.
Moi, je connais pas du tout l'histoire de Minamor. Tu dis toujours Rabbat live. Live, la déesse, hein, the goddess. Et c'est Minamor, tu l'as croisé là-bas. Comment tu as recruté Minamor? Tu nous as dit comment tu as recruté Jack. Comment tu as recruté Minamor pour être ton bras droit là ou gauche, je sais pas. La déesse. La déesse. Franchement, moi je connais pas. Minamor, elle disait qu'elle était dans Clubhouse, mais moi je la connaissais pas. Franchement. D'accord. Je sais pas, moi j'ai jamais parlé avec elle dans Clubhouse, mais elle dit qu'elle était en Clubhouse. Moi je l'ai pas vue, franchement. Peut-être que je me souviens plus d'elle. Et je l'ai rencontrée au TikTok et j'ai vu qu'elle avait une personnalité très très forte. Et elle me ressemble. Tu peux dire c'est un mihoub. Elle est vraiment comme moi. Voilà. Elle n'est pas hypocrite. Elle dit ce qu'elle pense et elle pense ce qu'elle dit. Oui. Elle est franchement comme moi et c'est pour ça que j'ai bien l'aimé. Et je voyais que c'était quelqu'un qui est très important pour être avec nous. Et elle était courageuse, bien sûr, de montrer son visage, et son nom et sa photo. Alors, je pense qu'elle a inspiré beaucoup des femmes de montrer leur visage. Je suis sûr et certain. Même des hommes. Elle est incroyable, Mina. Elle est incroyable, hein, de force, de consistance, de patience. Bon, elle a ces moments où quand elle peut plus, quand on entend des choses horribles, elle veut plus, quoi. Elle laisse tomber. C'est très rare, mais c'est déjà arrivé parce que des fois, c'est vraiment dur. Mais c'est vraiment, moi, elle m'inspire vraiment. Elle est ancrée, quoi. C'est une femme, c'est pas. Moi, je suis sûr et certain que c'est la personne qui a. Comment dire, inspirer plus les gens qui montrent leur visage maintenant. Moi, j'ai toujours fait ça. Même dans l'autre application, j'étais l'un des seuls presque. Je pense pas qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient leur photo et leur nom et tout. Moi, quand j'ai décidé de parler, alors j'ai fait tout, j'ai montré mon visage, et mon nom et tout. Mais je pense que c'était Amina, franchement, qui a inspiré les gens, les hommes et les femmes, de montrer leur visage et de ne pas se cacher. Parce que surtout si chez nous, on a une mentalité qu'on voit une femme, surtout les hommes, ils disent comme il y a une femme qui montre son visage et moi je vais là, je vais parler, je vais défendre quelque chose, il ne va pas montrer mon visage. Je pense que s'il y a quelqu'un qui a inspiré les gens à montrer leur visage et de parler, c'est Amina. Voilà. Amina, on t'embrasse et puis je vais profiter de l'occasion pour dire j'espère que tu nous accorderas comme avec Mihoub et avec Jack un temps comme ça où on va échanger parce que moi je connais pas du tout ton histoire et je te trouve admirable et forte, donc voilà, je fais une demande officielle comme ça. Oui, Nas, tu voulais dire quelque chose? Moi, Mihoub, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est l'Algérie. Okay. Moi, j'ai grandi en Algérie jusqu'à mes 18 ans. Je suis venu en France et j'ai été coupé du cordon du cocon familial et ça fait là pas mal de temps que je suis en France et franchement avant de commencer Nedal ici l'Algérie pour moi c'était une peine perdue, je vous le dis, hein, par rapport à la démocratie, à l'évolution, mais maintenant j'ai beaucoup repris espoir et c'est pour ça que je fais ça. Et je pense que toi, Jack, Minamor et toute l'équipe, vous apportez aussi beaucoup à cet espoir-là que j'ai repris. Et donc, j'aimerais juste te poser la question. Qu'est-ce que tu penses de l'Algérie? C'est une question ouverte, mais qu'est-ce que tu penses de l'Algérie et de son évolution potentielle? Voilà. Oui, moi, je ne vois pas que c'est impossible. Eh bien, moi, je suis optimiste. Parce que je sais, en Algérie, il y a beaucoup de gens qui veulent du changement, qui veulent vivre dans un pays démocrate, dans un pays des droits. Je pense, mais ils ont peur. Moi, je parle comment dire, tabac al-mutaqafa, je parle des intellectuels. je parle voilà, les intellectuels.
L'élite. Voilà, l'élite. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des changements, qui veulent parler, راهم حابين يبدلوا، راهم حابين يغيروا، mais راهم خايفين فقط من السلطة الدينية والتأثير تاعها. باسكو السلطة الدينية فرانشمون en Algérie تكون إليت ولا تكون نخبة، تكون إليت ولا تكون انتلكتويال وتنتقد الدين، راه tu peux dire que c'est un suicide. راه انتحار اجتماعي، انتحار سياسي، في كلش في كل المجالات. ماهوش غير في المجتمع ولا في الدولة، راه في العائلة. tu peux perdre ta famille، les proches، les amis، تقدر في الخدمة تاعك، les collègues، tu peux perdre tout en Algérie. C'est pour ça les gens ils ont peur. Il y a beaucoup de gens qui veulent des changements mais ils ont peur. Et il attend juste l'occasion pour faire ça. Et c'est pour ça que je suis vraiment optimiste ce qui se passe maintenant dans les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression qu'il va influencer ces gens-là, les élites et les intellectuels algériens, de parler pour un changement. Et je pense aussi que une fois on arrive à combattre l'autorité religieuse, l'autorité politique va franchement répondre. يعني كي نوصلوا نحطموا هذه السلطة السياسية، لازم نفهموها السلطة السياسية، ماناش نهضروا على الدين، يعني إدخال الدين للمسجد والبيت، نقضوا على هذه السلطة السياسية اللي هي حاجز يستعملها هذا النظام راح يستجيب اوتوماتيكيا، انه راح يشوف هناك قوة في الساحة اللي راهي حابة تغيير، قوة اللي ما غاديش تسكت على الظلم، ما غاديش تسكت على الاستبداد، ما غاديش تسكت، تحب كذلك تشارك في صنع القرار، والنظام راح يستجيب بدون مواجهة، بدون حرب، بدون يعني قتل، بدون كما يقولوا الدماء، بدون كل هذه الأشياء. Parce que c'est important, c'est pour ça que je l'ai dit en arabe ou bien en algérien. Parce que ça, c'est mon but. Voilà. Que l'autorité religieuse se fragilise et disparaisse parce que le pouvoir en place l'utilise, en fait. Et pour pouvoir changer les choses politiquement, il faut absolument passer par la suppression de cette autorité religieuse, de l'autorité religieuse, on n'a pas dit de la religion, de cette mainmise qu'elle a sur, finalement, comme tu disais, si tu montres que tu ne te soumets pas à l'autorité religieuse, c'est comme un suicide, et au niveau social, familial, politique, professionnel, à tous les niveaux. Oui, d'accord. Oui, moi je partage ça, hein. J'ai toujours pensé que c'était une étape indispensable. On l'a revu encore avec le Hirak, tout ce qui s'est passé, c'était encore là, et tant que ça bouge pas, je trouve on peut pas aller plus loin dans le changement, quoi. Donc bon, on espère ça. Nas, tu voulais dire? Je t'ai coupé? Non, vas-y, à toi. C'est. On est très sérieux là. On parle vraiment très sérieusement, hein. Bon, moi, juste, j'ai reçu un message de quelqu'un du cercle des apostats qui sait qu'on est en train d'enregistrer, qui m'a dit il faut demander à Mihoub s'il a l'intention de breveter, ferme ton rebel mic, parce que si tu ne poses pas la propriété intellectuelle, n'importe qui va s'en servir. Et copyright, il faut que tu sécurise le copyright de ferme ton rebel mic. C'est un conseil de Emma qui m'a demandé de dire ça à Mihoub. Et il y a aussi Jean Foiré qui t'adore, et il est déjà marié, mais il veut t'épouser aussi. Donc voilà. Moi aussi. Merci. Voilà. Et je voulais savoir alors, mais ça c'est une question que toi t'avais réfléchi, Nas, je veux pas te la piquer. Vas-y. Tu sais, sur les trucs les plus absurdes, tu avais dit. Oui, ça c'est une question que je voulais te poser, Mihoub, parce que j'ai fait une vidéo qui a bien marché une fois, c'était le top 10 des choses les plus absurdes que j'ai fait quand j'étais musulman. Top 10 des croyances absurdes qui m'ont traumatisé quand j'étais musulman. Partie 2. Et donc, je voulais savoir, est-ce que toi, tu as un top 3 des choses absurdes, يعني بديهيات كنت تديرهم
للإسلام كي كنت مسلم. Oh, je sais pas, c'est négatif ou positif? Non, ça peut être C'est les drôle, deux. مضحك. C'est drôle. Par exemple, rentrer toujours dans les toilettes avec le pied droit. Voilà, il y a plein de choses. أنا عندي j'ai deux exemples. Je croyais que pendant Laylat al-Qadr, la nuit du destin, pendant le Ramadan, à cause de هذيك la, je sais pas si c'est une sourate ou un hadith, il dit أبواب السماء تفتح ou là je sais pas quoi. Ouais. Que les portes du ciel. Ben, j'étais petite, je regardais le ciel et je voulais vraiment voir une porte qui s'ouvre. Voilà. Bon, moi, je pense qu'une fois, je sais pas si c'était au terminal, troisième année lycée ou deuxième année. Pourtant, j'étais religieux. J'avais un copain là. Et j'avais 20 000 dans ma poche algérienne. Et je sais pas pourquoi, mais je lui ai demandé, c'était dans le Ramadan. J'ai demandé s'il buvait de l'eau, alors je lui ai donné 20 000. et lui, il a accepté ça. Mais il m'a menacé. Si j'ai parlé, si j'ai raconté ça à un autre, alors il va me tuer. Iman Daif. C'est pas possible pour 200 dinars. Voilà, il a fait ça. Oui, bon, je pense dans l'idéologie, je pense que c'est partout, c'est pas seulement l'islam. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce que je me souviens, mes premières années en Norvège, le vendredi, j'étais au mosquée là. Mais le soir, alors j'étais aux discothèques, buvais et faisais de la fête. Voilà. Et je me souviens, même une fois, j'ai fait la prière avec les gens de Jumu'ah là. Ah oui. Et le soir, je suis parti aux discothèques là pour danser et boire de la Normal. Oui. C'était l'essentiel de ne pas manger le porc et c'est ça. Oui. Parler de Allah et le prophète. Voilà. Anna, je croyais qu'il y avait au milieu de l'océan une flaque d'eau sucrée. Ah oui, c'est Cousteau, commandant Cousteau. Tellement tout s'est déformé à cause de l'eau douce, mahlo, les traductions là comme ça. Et ben dans mon imaginaire, jusqu'à ce que j'ai 12-13 ans, je croyais que dans l'océan, il y avait une bourra, une flaque d'eau sucrée. Je me souviens, j'avais écrit à la Fondation Cousteau, qui était en France, pour leur demander, est-ce que c'est vrai qu'il y a de l'eau sucrée dans l'océan? Ah ouais. Bon, ils m'ont répondu et tout, une lettre sérieuse et tout, hein, pour dire non, c'est pas ça, il y a des différences de concentration. Bon, j'ai pas demandé si Cousteau slim. Voilà. Mais maintenant, tu te poses des questions. C'est ça le problème. Parce que moi, quand je vois mes enfants là, alors, ils posaient des questions, même quand ils avaient 2 ans, 11 ans, 10 ans et 13 ans, ils posaient des questions. Mais nous, on ne posait pas des questions. C'était incroyable. Moi, parce que moi, j'ai grandi dans les mosquées et quand je suis allé aux mosquées là et j'entendais l'imam, j'ai laissé mon cerveau avec mes chaussures dehors de la mosquée, je suis rentré. Et j'ai croyé à tout ce qu'il a dit. Même s'il racontait des histoires que tu ne peux pas l'imaginer, mais c'est ça l'influence de la religion. C'est ça qui est incroyable pour moi et je pose toujours la question. J'étais quand même un smart. J'étais pas quelqu'un qui était pas, par exemple, bien dans l'école et tout. Mais quand je suis rentré au mosquée là, alors là, j'ai enlevé mon cerveau avec mes chaussures et je l'ai laissé dehors. Et quand je suis sorti, je dis là, alors, j'ai mettais les chaussures dans ma tête et mon cerveau qui est dans mes pieds là. Franchement. C'est ça qui est très drôle et que j'arrive pas à l'expliquer maintenant. Comment j'avais 18 ans, j'avais 19 ans, j'avais 17 ans et tout, mais je posais jamais la question. Quand, par exemple, ils te disent Alim al-Ghaib. Non, par exemple, moi je me souviens qu'en mosquée, l'imam nous racontait l'histoire de Bani Qurayda, comment le prophète a massacré Bani Qurayda. Moi, j'étais fier de prophète. Je disais, mais c'est bien, si les juifs, là, les sionistes, là, ils désertent, ça c'est bien pour eux. Mais parce que j'avais pas de cette
possibilité ou bien de penser, je sais pas, analyser ça et de mettre à leur place à ces gens-là qui étaient massacrés, des enfants. C'est ça. Là, c'est et la puissance de comment dire, l'endoctrinement. L'endoctrinement et le conditionnement, oui. Oui. Et toi, tu disais à Rilezen, tu étais d'une famille conservatrice. Oui, c'était bien sûr comme Mohafeda. comme presque les on peut dire que l'ouest de l'Algérie, que je le connais très très bien, c'est des gens conservatifs, même à Oran, même s'il y avait de musique, les gens qui dansaient, qui vivaient très bien, mais une fois tu mentionnes la religion, ils deviennent, c'est fini. Hein. Et moi, j'ai même des expériences. Voilà, tu vois, il y a des gens qui chantaient, comment, Cheb, il s'appelle Cheb, faisaient de la musique, mais ils venaient chez moi pour m'insulter. Pourquoi je parle de la religion? Oui. Il y a beaucoup des exemples dans mes lives. Et Mehob, normalement, en Suisse, c'est ça, tu avais rencontré Cheikh Al-Qaradawi, c'est ça? Oui, j'avais l'occasion de prier avec lui dans le Ramadan, moi dans le Ramadan, à moi. Et là que j'ai posé beaucoup de questions. Des questions, comme on dit, que c'était de Shubha. Des ambiguïtés. Voilà, Shubha. Voilà. Parce qu'une fois tu poses la question de Aïcha, par exemple, tu dis, est-ce que c'est vrai que le prophète était marié avec une petite fille? Non, arrête, ça c'est du Shubha, il ne faut pas croire, il ne faut pas aller chercher et tout. Mais en fait, il dit oui, mais c'est vrai. Il était marié avec elle. Non, Et c'est toi qui allais jusqu'en Suisse pour ça. C'est ça, tu voulais chercher. Oui, là, alors j'ai vécu en Suisse avant. Et quand j'étais en Norvège, j'ai pris des vacances et je suis allé là pour poser des questions. Que les gens, surtout après les discussions que j'avais avec la mère de ma femme, de la religion, parce qu'ils étaient religieux, ils connaissaient très très bien la religion. Moi j'étais musulman, mais je savais rien. Mais moi, je savais des hadiths qui n'existaient pas. Voilà, quand je l'ai dit, par exemple, j'ai parlé que lui, le prophète, elle avait un voisin qui était juif et qui était gentil avec lui et tout. Mais c'était incroyable. Les autres, ils me disaient, mais ça n'existe pas dans l'islam. Ça, c'est des conneries. Mais je dis, mais c'est vrai parce que je l'ai appris dans l'école. Quand je suis allé chercher, j'ai trouvé que c'était pas vrai. Non, c'était juste des manipulations. Ils ont caché. Même le Qaradawi yarqas. Même le Qaradawi, il danse. Tu vas faire un beau montage avec ça, non? Tu vas mettre Qaradawi shtah. Voilà. C'est ça. Oui, et tout le monde, les gens, bien sûr, parce qu'ils savent ils l'appellent l'Amma. Ils veulent pas que l'Amma, la majorité ou les gens savent. Voilà, surtout le sunnah là, comment on dit, la sira al-nabawiyya. Surtout la biographie du prophète. La biographie du prophète, surtout par exemple, la majorité des majorités, ils ne savent pas que le prophète avait 4 esclaves sexuels. Voilà. Par exemple, ça. Et même l'un d'eux avait un garçon avec elle. Voilà. Il y a quelqu'un qui voulait dribbler la semaine dernière, quelqu'un avec qui je suis en contact, qui s'accroche comme elle peut à la religion. Et j'ai parlé de ça, j'ai dit les esclaves sexuels. Et elle m'a dit, c'était des esclaves, mais qu'est-ce qui te dit que c'était des esclaves sexuels? Et j'ai pas su quoi répondre. Comment répondre à ça? Mais c'est écrit dans les explications des savants, c'était Milk al-Yamin. Yatasarra biha. Alors là, c'est l'explication de tafsir, la traduction de Aya la wal muhsanati min an-nisa'i illa ma malakat imanukum. C'est pas nous qui a dit ça, c'est les savants. Tu trouves ça dans le Tabari, Ibn Kathir, le Baghawi, le Qurtubi, le Sa'di. Tout le monde parle de ça. Même aujourd'hui, le Fawzan, Cheikh Fawzan, l'un des grands savants, il parle de ça. Quand il a une vidéo qui explique le verset là, wal muhsanati min an-nisa'i, parle des captifs de guerre là, qu'on peut avoir des rapports sexuels avec eux. Voilà. Avant qu'on quitte le sujet de l'Algérie, tu es connu
il y a de plus en plus de gens qui te voient, qui t'écoutent, tu te caches pas, il y a ton nom. Pour moins que ça, moi, je me cache déjà. Et je me demande, toi, qu'est-ce que tu sais enfin, si tu veux nous dire, hein, après, je sais que c'est peut-être un sujet délicat, c'est toi qui vois, mais ta famille, elle sait, comment ils ont réagi. Tu as parlé de ça un tout petit peu chez Jack, mais vraiment, j'ai pas beaucoup eu de réponses. Tu as dit qu'ils étaient pas contents. Voilà, quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Moi, je suis un adulte, j'ai 53 ans. Je pense que je prends mes décisions tout seul, mais comme je pense dans tout le monde musulman, où il y a des manipulations, l'endoctrinement, et ce genre de la peur, pas seulement la peur de Dieu, de Jahannam, de l'enfer, de tout, mais aussi l'enfer, le peur de qu'est-ce que mon voisin va me dire. Voilà, mon fils, il est apostat, j'ai quelqu'un de ma famille qui est apostat, surtout ma famille qui pensait que c'était le descendant du prophète Mohammed. Quand pas quelqu'un de l'un descendant du prophète Mohammed qui l'a apostaté, alors, et qui seulement pas qu'il est un apostat, qu'il parle et critique les textes, alors pour eux, c'est grave, quoi. Et bien sûr, moi, j'ai jamais caché. Et je pense que tout le monde, ils savent ça. Et ils ont fait des choix. Il y a des gens il y a de la famille qui ont décidé de ne pas parler, ne peut plus parler, et il y a des autres qui me parlent. Mais moi, j'ai quand même, ça va rien changer dans ma décision de continuer de faire ça. Parce que moi, je suis persuadé de ce que je fais. Et j'ai pas, c'est pas une décision que je la fais hier ou je la fais dans une année ou 2 années et tout. Et c'est une décision, comment dire, basée sur des connaissances des textes coraniques, des textes de sunna, des textes voilà, des écoles, des 4 écoles et tout. Alors, c'est quelque chose que je suis vraiment, vraiment persuadé. Et moi, je suis pas en train d'attaquer ni les musulmans, ni l'islam. Moi, je suis juste là pour défendre des valeurs humaines. Voilà, c'est tout. Je veux de l'égalité. Je veux un pays, mon pays, qui soit un pays démocrate, que tous les citoyens, ils ont les mêmes droits. C'est tout. C'est ça ce que je veux. Je suis pas contre les gens et tout. Et c'est ça qu'on est en train de montrer avec nos lives et tout, dans le YouTube ou bien dans le TikTok et dans les autres réseaux sociaux. C'est tout. Tu as la force de celui qui sait que son combat est juste. Tu as un combat juste. Donc, bien sûr. Le prix à payer, voilà, quoi. Tu es adulte et tu prends tes responsabilités. Oui. Voilà. J'assume ce que j'ai fait. J'assume, voilà. Voilà, j'assume ce que j'ai fait. Mais moi, là, j'ai comme projet, ça fait longtemps que j'en parle avec Shira, c'est de parler d'un sujet qui est tabou en Algérie. Je pense que tu vas comprendre de quoi je parle rapidement parce que j'en ai parlé quand je suis passé chez toi le jour du 24 heures du slip. L'homosexualité ou l'homophobie surtout en Algérie. Moi, j'ai une idée en tête où je fais un lien direct entre l'homophobie et la pédocriminalité envers les enfants. Parce que ça peut être utilisé comme moyen de pression pour arriver à ses fins avec la victime. Et aussi, ça a aussi un impact sur les prédateurs qui sont victimes aussi d'une frustration sexuelle généralisée et d'une définition aussi un peu bizarre de l'homophobie. Et je ne sais pas trop comment attaquer ce tabou, ce sujet, mais est-ce que toi, dans tout ton travail, ton expérience, tu as aussi pensé à ce sujet et je veux juste m'en inspirer. Voilà. Oui, bien sûr. Moi, c'était l'un je sais pas, des sujets qui m'a fait, c'est pas, comment dire, penser ou bien commencer à poser des questions. Et là, j'ai une histoire qui m'a vraiment choqué.
j'étais jeune et j'ai habité avec, je pense, 4. Il y avait une fille de la Suisse, il y avait un Italien et un de l'Australie, qu'on habitait ensemble dans un appartement. Et il y avait un Suisse, c'était un copain qui était avec nous. Et chaque fois, on était dehors, il y avait voilà, on faisait comme tous les jeunes, faire des fêtes et tout. Et moi, je l'ai jamais vu avec une fille. Pourtant, il était un beau garçon et tout. Et je le connaissais de presque plus de 6 mois ou 7 mois. Et une fois qu'on était en train de manger dans la salle, euh, on avait tous des copines. Alors lui, il était tout seul. Alors moi, bon, comme j'étais un Algérien et j'ai grandi dans une société qui détestait les homosexuels, et pour nous, n'était pas acceptable même de parler avec un homosexuel. Alors, je lui ai posé la question, c'était une question juste comme ça. Je lui ai posé la question si c'était un PD. Combien de gens qui viennent chez nous et ils me disent qu'on est des PD. Alors, je l'ai posé, voilà. Mais c'était pas mon intention, c'est juste comme ça. Mais j'ai vu qu'il y avait de silence sur la table parce que tous les autres, ils savaient qu'il était un homosexuel. Et moi, j'ai pas imaginé que je vais avoir un ami qui était un homosexuel. Alors, j'ai rien compris. Mais après, quand je suis allé, je pense, dans la cuisine et tout, il est venu et il m'a expliqué qu'il était un homosexuel et voilà, il m'a essayé. Et moi, j'étais choqué, hein. Presque 3 jours, j'ai pas dormi 3 jours parce que là, j'ai partagé avec lui on a partagé presque tout. On était dans la fête, on a dormi ensemble et tout. J'ai même commencé à penser peut-être qu'elle avait des rapports sexuels avec moi quand j'ai dormi. Mais c'était parce que c'est notre idée là. Parce que pour nous, c'était les homosexuels, c'était des gens qui je sais pas, qui violaient les autres et qui étaient ça. C'était pas des êtres humains. Parce que on a arrivé à les diaboliser. C'était pas des êtres humains. Et ils étaient vraiment choqués, presque 3 jours. Mais le choc, c'était quand il est venu chez moi et il a demandé des excuses. Que peut-être c'est lui qui m'a choqué. Et là, j'ai commencé, je dis, mais c'est un homosexuel. Il était éduqué, il était quelqu'un qui est très gentil, il était intelligent, il avait un travail, il était un étudiant. C'est un être humain comme nous. Bien mieux que moi, il était mieux que moi 1000 fois. Alors là, j'ai commencé à poser des questions, mais peut-être que les gens m'apprenaient, c'était pas juste. التغييب العقلي ولا هذه البروباغندا اللي كبرت فيها تاع عرش الرحمن يهتز كي تلقى واحد هوموسيكسيال ولا واحد هوموسيكسيال هذه يمكن لازم نخمم فيها. C'est ça. Alors là, je pense que j'ai commencé à accepter que quelqu'un est un homosexuel. Et pas accepter, mais ok. Et pour moi, c'était d'avoir un ami ou de parler avec quelqu'un homosexuel, pas de souci. Mais l'homosexualité, c'était quand même, ça, c'est la ligne rouge. Il faut jamais l'accepter. Il faut, même j'ai pensé, هذاك الوقت كنت نقول باللي هنا هاد الاشخاص هادو une fois l'homosexualité لازم تمنع لازم تحارب بكل الاشكال. Mais avec le temps, bien sûr, خاصة كي جيت النرويج, quand je suis arrivé en Norvège, et mes enfants, ils avaient des amis qui étaient homosexuels. J'avais mon docteur. Maintenant, j'ai mon docteur, c'est depuis 26 ans. Il est un homosexuel, il a marié et tout. Et dans mon pays, il y avait le ministre des Finances d'un pays qui était le meilleur, presque 8 ans. Voilà. Et il y avait le ministre de la Santé aussi. Alors, il y avait j'ai appris beaucoup dans ce domaine-là et même j'ai lutté pour les droits des homosexuels. Voilà. Je sais que c'est un sujet pour toi, tu es intransigeant avec ça. Hein. Moi, je t'ai beaucoup écouté et confronté l'idéologie islamique par rapport à ça, les gens qui disaient des choses. Et je trouve que c'est un des sujets sur lequel tu es un radical. Là, il n'y a pas de négociation du tout. Quoi, hein. Il s'est passé du chemin, c'est sûr. Et moi, je pense que ces sujets-là,
pour moi, le patriarcat qui caractérise l'idéologie islamique, les femmes, les homosexuels, les enfants, pour moi, c'est la même cause quasiment. Ça découle du patriarcat, c'est des catégories discriminées, écrasées, abusées par le pouvoir. Et on ne peut pas... moi, dès que je peux intervenir, pour moi, tout ça... C'est dans le même paquet, d'ailleurs, quand on confronte des personnes qui défendent l'islam et quand on leur parle de liberté, ah, mais tu veux que les femmes soient libres et tu veux que les homosexuels se cachent pas. C'est vraiment des choses qui sont associées. Si on libère les mœurs, si on ne contrôle plus le corps des gens, alors les femmes qui donc, genre, est-ce que je vais devoir tolérer que ma sœur, elle couche avec son mec, par exemple, et que les homosexuels se cachent pas. On sait qu'ils ont toujours existé, mais il faut qu'ils se cachent. Il y en a marre de... Pour moi, c'est très lié. Et la troisième catégorie qui est silencieuse et qui est vraiment invisible, c'est les enfants qui sont victimes de tout ça. Alors, de l'homophobie par rapport aux abus, du tabou de la sexualité, parce que quand ça touche une fille, si elle a perdu la virginité, c'est foutu pour les parents. Donc, on va couvrir les abus, on va couvrir les incestes. La parole n'est pas libre, il n'y a pas de prise en charge. Les enfants nés hors mariage. Alors, pour moi, tout ça, c'est un combat qui converge vers la même chose. Ces catégories-là sont victimes du patriarcat. Et voilà, c'est pas l'un sans l'autre, ça peut pas aller. Voilà. Et merci, voilà, c'était sérieux. Hein. Bon, moi, je pense qu'on a abordé tout ce que je voulais aborder. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Oui, bien sûr. Bon, j'aimerais bien dire ça en algérien parce que Oui, moi, ça qui m'intéresse, c'est l'Algérie et les Algériens. Bon, أنا جزائري bien sûr. اللي تهمني بالدرجة الأولى هي الجزائر، رغم إنه البيي تاعي تاني النرويجي جزائري، مي أنا سي l'Algérie. تهمني القيم الجزائرية، تهمني إنه نعيشوا في وطن تكون فيه المساواة في الحقوق، ما يكونش فيه قمع، ما يكونش فيه إقصاء لطرف معين. أنا فيما يخص الطريقة نتاعي وطريقة الكلام نتاعي اللي اليوم راني نشوفوا ناس كثير راهم يستعملوها، نتاعنا بطبيعة الحال باش ما نقولش تاعي هي الجروب تاعنا، المنهجية نتاعنا شكلًا ومضمونًا، لأنه نقدروا حنايا نديروا ديسكسيون شكون اللي دار الشكل وشكون اللي دار المضمون، اسكو ميهوب ولا جاك ولا هذه، مي ليسونسيال حنا الطريقة نتاعنا. وماشي أنا فقط كنت نوفّر بيئة باش نقولها بكل بساطة. أنا إنسان بسيط جدًا، جدًا جزائري، وفّرت بيئة وخليت هاد الناس هُما اللي داروا هذا الشيء هذا. الأصدقاء نتاوعي كيلكو سوا فيلا، كيلكو سوا أمينة ولا جاك ولا غيرهم، ناس كتير هادو اللي فريمون هُما اللي طوّروا هاد المنهجية، هُما اللي ليهم الشرف، وهُما اللي راح يكونوا الناس اللي راح يكونوا في المقدمة باش يدافعوا على هاد القيم هادو. حنا كاين واحد النقطة مهمة بزاف، حنا نتكلموا مع أي شخص. أنا إنسان ديمقراطي، وكي نتكلموا على الديمقراطية مانيش باش نتكلم من أجل إقصاء الطرف الآخر، لأنه بعض الناس كثير خاصةً هذيك تاع الحاكم المنوّر ولازم إقصاء والإسلاموي حنا الطريقة الخاصة اللي خاصة بينا حنا نهضروا مع أي شخص، يكون ماكيست، يكون راشاديست، يكون إسلاميست، يكون حتى ولو جا هتلر بحد ذاته نحكي معاه، نجيبو نحكي معاه بكل بساطة، لأنه حنا متيقنين بالأفكار تاعنا، لأن الأفكار تاعنا مبنية على الإنسانية، مبنية على احترام الطرف الآخر، مبنية على حب بلادنا والوطن تاعنا. وهذا الوطن تاعنا ماهوش مبني على أساس الوطنية ما تبناش على أساس الشكل ولا على أساس العرق ولا على أساس واش أنت شحال تصلي من ركعة في النهار. هذا هو الحاجة المهمة نتاعنا، هذا باش نقولوها. ورانا نشوفوا يعني، وانا نقولها لماذا بكل بساطة الإسلامويين اللي الناس راهم خايفين لازم ليه حاكم منور، لازم ليه شخص يحمي. أنا راني متأكد توفر البيئة كما راهي متوفرة الآن في لي ريزو سوسيو، تتوفر نفس البيئة، ما عندهم حتى حظ معانا حنايا، إنه مستحيل إنه أفكار القرن السابع تتغلب، يعني مستحيل إنه قيم القرن السابع تتغلب على قيم اليوم 2024 بكل بساطة. بكل بساطة هذه اللي نقولها.
je suis vraiment fier de vous, de ce que les Algériens en train de faire maintenant. لأنه بكل بساطة في هذا المجال كما راه جاك تهدر عليها بليزيور فوا وراهم يعرفوها، كنا دائما متأخرين في هذا المجال، كنا دائما ننتظروا ناس آخرين يديروا خدمة وحنا فقط في المؤخرة. الآن فيما يخص هذا النظام، الآن حنا هما أرباب الأرباب بكل بساطة، بكل بساطة. النساء شباب وشابات يعني جزائريين هما اللي راهم يقودوا هذه المعركة الآن، معركة التنوير، معركة الحب، معركة التقبل، هذه معركة التسامح والعيش مع بعض. هادو الجزائريين راهم يقودوها الآن في لي ريزو سوسيو وراح ينقذوها كذلك في الواقع. مانيش حاب واحد كما يقول جاك باش نكررها ونعاودها، أنا ما نحبش نتكلم على صفة خاصة، يجيني من منطقة أخرى يقود لي هذا الشيء هذا كما قادوه في الجزائر وشفنا النتيجة نتاعها في التسعينات. واش صرا لما تجينا فكرة خارجة على النطاق تاعنا، على التقاليد نتاعنا احنا كأمازيغ كشمال إفريقيا، ما عندنا حتى علاقة. وناس مازالهم بكل بساطة مازالهم يأمنوا بأشياء ما عندنا حتى علاقة بيناتهم، يعني لا ثقافيا ولا اجتماعيا ولا نختلفوا عليهم. سي بور سا احنا حابين مجتمع جزائري ولا مجتمع كما يقولوا شمال إفريقي يخص القيم نتاعنا ولا الاخرى نتاعنا. اما الدين اللي يحب يمارس الديانه نتاعو ولا الديانه راه باقي ليه يمارسوا في البيت نتاعو ولا في المسجد تاعو وما يجيش يفرضوا علينا في الساحه العامه هذه. وشكرا يعطيكم الصحه وميرسي. الى عندكم معليش une dernière demande à Mihoub. Mihoub, on a en plus des traductions que je fais en ce moment sur tes vidéos en arabe. J'ai fait aussi beaucoup de vidéos avant. Je continue d'en faire un petit peu aussi. C'est les témoignages, donc les ex-musulmans qui viennent discuter avec moi et racontent leur histoire. Et à la fin, je leur pose toujours une question. Et je leur demande quelque chose et j'aimerais te la demander. Je sais que tu n'aimes pas donner des conseils, mais est-ce que tu peux donner juste peut-être un conseil pour les futurs ex-musulmans? كيفاش نعطيهم؟ ما فهمتش. Juste un conseil pour les futurs ex-musulmans, ça veut dire les musulmans qui sont en plein doute. Donc, où ils ne savent pas trop comment aller à la prochaine étape. Bon, voilà, parce qu'أنا مانيش justement merci على la question. أنا مانيش ملحد. أنا وصديقي جاك ولا المايسترو نسميه المايسترو جاك هو ملحد وأنا مانيش ملحد. أنا دائما قلتها حتى ولو نستعمل الساركازم، لأنه اليوم ما يمكن ما تكلمناش على الطريقة نتاعي اللي هي طريقة خاصة، ومام هذه بيني وبين جاك بالك تختلف، هي طريقة الساركازم اللي نستعملها أنا واللي راهي ناجحة وراني نشوف الناس بزاف تستعملها، اللي فيها تدخل لايفات نتاعي ما فيهمش مش غير توجور بكائيات ولا، لأنه دي احنا نركزوا فقط على الأشياء السلبية ونساو بلي نضحكوا. يعني لا ماجوريتي اللي راهم معايا الآن راهم عائلات جزائرية راهم وضعوا اللايفات نتاعي كشغل تلفزيون يسمعوه، انه فيه الضحك فيه اشياء كثيره. فبالنسبه لهاد الناس انا الهدف نتاعي ما كانش ماهوش باش الناس تخرج من الاسلام، انا فقط الهدف نتاعي لهاد الناس ما تخليش شخص يسيطر على عقلك، ما تخليش شخص يقول لك هو اللي يديسيدي في بلاصتك، انت خذ الحياه. انت لقيت بانه هذه الديانه تناسبك وراح تدافع على هذه الديانه ديرها، ولكن ديرها عن قناعه شخصيه. ما تدخلش المسجد ولا تدخل لايف كيكون سواء ميهوب ولا جاك ولا من جهه اخرى الشيخ هو اللي ياثر عليك ولا هو اللي يخليك اللي ياخذ القرار في مكانك. هذا مكان، هذا هو الهدف نتاعي، وهذه رانا نشوفوا فيها راهي فعاله. نعم كاين مسلمين اللي عندهم الشجاعه راهم يقول لك انا باقي مسلم، ولكن انا هو اللي نديسيدي، انا هو اللي نتخذ القرارات، ماشي الشيخ من السعوديه ولا الشيخ من منطقه اخرى من مصر هو اللي يديسيدي في مكاني. يعني ما سلمش عقله للاشخاص الاخرين. هذا هو الهدف نتاعي. فيما يخص الناس الكثير اللي خرجوا من الاسلام، بيان سور نظن انايا هذا الشيء هذا ما نقطه مهمه اللي الان الناس راهم يخفوها في الجزائر، راهم يحاولوا يعني راهم ديزيسبيري يحاولوا يخفوها على العامه، ما راح توصلهم يعني عن قريب راح توصلهم. وراح نشوفوا حتى الان في المساجد راهم يتكلموا على انتشار الالحاد، على الناس اللي راهي تكيتي الاسلام كيف سواء تروح الخرافات اخرى كما المسيحيه ولا يصبحوا ربوبيين ولا القرانيين كما نسموهم احنا ابو خجلان. هذه مهمه بزاف بزاف، لانه النظام
قريبا عاجلا ام اجلا راح توصلوا هذه الفكره، هو اللي راح تخليه يتخذ قرارات باش يحمي هذيك الطائره، باش يحمي الاسلام، الايديولوجيا تاع الاسلام، انه راح يتخذ قرار. ومن هذا القرار من ضمن انها راح تكون اول حاجه انه تصحيح البخاري، يا اما انتهاء اسطوره البخاري، كيقول البخاري نتكلم على الصحه الست، ولا تصحيحها كذلك مره اخرى، وعدم الاعتماد على حديث اللي هي يعني اليوم مصيبه، لما حتى المسلم صدقني يخجل انه يقراها ولا يعيدها على مسامع الناس اللي راهي تسمع فيها. هذا هو اللي بيدعي. شكرا، يعطيكم الصحه Et toi, وبرافو. tu as entendu que dans les mosquées, ils parlent du phénomène parce que moi j'ai vu sur internet, je sais, il y a des prédicateurs qui disent il y a de plus en plus de gens qui sortent de l'islam, c'est inquiétant. Est-ce que dans les mosquées, ils reconnaissent aussi ce qui se passe ou ils font comme si ça n'existait pas? Oui, bien sûr, et partout en Europe, même en Algérie, moi j'ai des informations qui parlaient des apostats, ils parlaient qui s'appelle le Mawjet, le vague, je pense à Mawjet. Oui, une vague. Voilà, موجة الإلحاد وموجة الخروج من الإسلام، وهذه راهي منتشرة، يعني ماهيش نشوفوا السعوديين اللي الآن راهم يخرجوا يعملوا دي فيديو حتى في المناطق اللي كانت مستحيل إنه شخص يتكلم ويقول إنه خرج من الإسلام، راهي منتشرة بشدة وخاصة، وهذا بكل بساطة بسبب الإنترنت وبسبب السكوت الطرف الآخر، لأنه هذه اللي ما خليتونيش نتكلم عليها، ما سألتونيش عليها، اللي كنت نتمنى إنه وتقريبا نسيتها، وهي يمكن أهم نقطة، هي الطريقة اللي يستعملوا فيها. أنتم تعرفوا هذا الشيء اللي تعرضنا له، يعني خاصة إذا تكلمت على أنا وصديقي جاك، من طريقة الشيطنة، التخوين، ترهيب، ونوصلوا حتى اتهمونا يعني بأن يهود، بأن يعني من الماسونية، بأن من المخزن المغربي، نشتغل مع أيادي خارجية، بأن أولاد حركة، بأن لسنا جزائريين، بأن بيدوفيليين اغتصبنا أطفال، بأن قتلنا أشخاص في الجزائر. يعني هذا كله من جاي بطبيعة الحال عن طريق النظام. كي نهضر عن النظام الخبيث اللي كان توجور يخدم على البقاء، واش يدور باش يتكلم عن المعارضة، لازم يخونهم ولا يشيطنهم. وشفناه يعني حتى في الحراك، لما يعني واحد شخص كيما بورق عاجبونس قدروا نوصلوا حتى يخونوه وخلاو الناس يامنوا بهذا الشيء هذا. ولكن نظن هذه الطريقة غير فعالة الآن، كانت فعالة لما بالأمس الناس كانت تختبر، كي يسمعوا هذا الشيء يخافوا ويروح يسكتوا كلش. ولكن اللي بالعكس، حنا بأسامينا رانا يعني بصورنا بكل شيء ورانا ظاهرين، ما عندنا حتى شيء نخبوه، ورانا في المواجهة، وحنا فقط نقولوا مرحبا بأي شخص يحب يجي يناقشنا بالأفكار. أما طريقة التخويف والتشويه هذه الشيطنة وكلش ما هيش مجدية، بالعكس خلات ناس شباب مسلم بالأمس كانوا يكرهونا ويسبونا، اليوم راهم يجوا عنا وشافوا باللي الشخص اللي يسب واللي شيطن واللي يهدد واللي يتهم متخبي داير فيك بروفايل، والشخص الآخر اللي متهم ولا شيء يظهر باسمه بصورته باللقب نتاعو، وعايش في دولة حقوق ودولة ديمقراطية ودولة قانون. يعني مستحيل كيفاش شخص عايش في دولة قانون يعني يكون مغتصب ولا يكون له الأعمال، يعني هي مجرد هرطقة، وللحديث بقية. وشكرا، يعطيكم الصحة. Bon, shukran Mihoub. Je vous fais le générique de fin, juste le générique de fin, Khser, hein? Ok. نزل الوعي علينا، حل الفكر والإبداع، نعمة الكفر علينا، للخرافات الوداع. Voilà. Merci beaucoup. نحبس l'enregistrement. نشوفكم في التيك توك. باي باي. Oui, à tout à l'heure, merci. Mihoub. Bye bye, Mihoub. Bye bye. Sheikha, il y a juste Mihoub, vous le voyez bouger? Parce que moi je le vois pas bouger. Non, il est figé, Mihoub. Mais Ouais. moi, je te vois, toi. Donc, peut-être éteindre et rallumer. Ça va, t'es content? Oui. Bon. J'ai le cœur qui bat fort, mais oui. La tête des chouïas, hop, ça défile le fraîche et tout, ça, c'est n'importe quoi. Cette semaine, Ah, bon. c'est vrai qu'on n'ose pas trop couper dire la caméra. Ouais, j'avais remarqué, mais Mahdarch. Ça va, t'es content? Comme ça, ça nous permet de faire le point à chaque fois. Ça va? Non, super. Et toi? Ah, d'arrêter plus. Rani, j'ai l'impression que je prends un peu trop de place. Non, franchement, c'est parfait, t'inquiète. Ahtar?
أهدر؟ Non. Non, non. Qu'est-ce qui se passe là? جاني الجوع. كيف جاني. Eh ben ça se passe très bien, c'est vraiment cool. Ouais. Allez. Mon prof de français, c'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Très très bien. Attends. Mais maintenant, c'est la caméra qui est... Mais non, l'image arrête. Oui, mais pas de souci, pas de souci. Je vais régler. Maintenant, il n'y a pas de caméra? Ah, si, c'est bon. Ah. Ah, il y a. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, Donc, on va continuer. Je pense que je me souviens, راني عاقل malgré l'âge, mais bon, comme j'étais un Algérien et j'ai grandi dans une société